Madame, Monsieur les ministres, Mesdames, Messieurs, qui faites vivre cette belle institution partout sur le territoire, Monsieur le Président, lorsque nous avons convenu ensemble de cette date pour le 70e Assemblée générale et 150e anniversaire de la Croix-Rouge française, nous avions tout prévu. Nous savions que c'était le premier jour de l'été, que c'était la fête de la musique et que ça se situait au lendemain d'une grande victoire française. Mais nous préférons que les fiertés, les gloires s'obtiennent désormais sur des terrains de sport plutôt que sur les champs de bataille. Et nous espérons que la Croix-Rouge n'est pas appelée, et là ça peut arriver, à séparer des belligérants, y compris sur les terrains de sport aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'image qui a été donnée hier, et nous en avons été très fiers. Monsieur le Président, vous m'aviez invité, et j'ai mesuré l'honneur qui m'était fait. Je viens d'obtenir la plus belle des médailles, celle de l'engagement, celle du dévouement. Il y a bien des titres dans notre République, bien des gratifications, mais sûrement que cette médaille représente pour celles et ceux qui en sont les récipiendaires la plus belle satisfaction qui soit. Avoir la confirmation d'un engagement et la preuve de l'utilité, de son utilité et de l'utilité de la Croix-Rouge. Vous avez rappelé que le chef de l'État est en France le président d'honneur de la Croix-Rouge, ce qui explique que de glorieux prédécesseurs soient venus à vos assemblées générales, je ne sais pas si on les appelait ainsi à l'époque, mais soient allés à la rencontre de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est née de la guerre en 1864, mais elle est aujourd'hui le premier employeur associatif de France et l'acteur majeur du secteur social et médico-social. Quelle transformation! Comment, à partir d'une idée humaine, tellement humaine, d'Henri Dunant, arriver à une action humaine, tellement humaine, celle que vous menez aujourd'hui. Et vous avez pu réaliser cette transformation, enfin sur une vie de 150 ans, il faut bien qu'il y ait des mutations. Vous avez réussi cette transformation en étant fidèle à 7 principes, ceux de votre mouvement: l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Toutes ces valeurs qui vous ont, grâce à votre action, permis d'être 4 fois récompensés par le prix Nobel de la paix. L'histoire de la Croix-Rouge française, c'est aussi l'histoire de la France. Vous en avez connu toutes les épreuves. Et au moment où, cette année 2014, nous célébrons le centenaire de la Première Guerre mondiale, de son déclenchement, et le 70e anniversaire de la Libération, je ne peux m'empêcher d'associer la Croix-Rouge française aux hommages que je ne vais cesser de faire et de rendre tout au long de cette année. Car la Croix-Rouge a été présente pendant ces 2 conflits, dans des conditions différentes à chaque fois, mais en ayant toujours le souci d'apaiser autant qu'il était possible les souffrances. J'ai une pensée toute particulière pour l'engagement et la bravoure des personnels féminins, car la Croix-Rouge, et c'est sans doute l'un de ses traits les plus remarquables, ce sont des femmes qui, le plus souvent, sautent au contact des situations les plus périlleuses. Pendant ces 2 conflits, elles ont été infirmières, ambulancières, directrices d'établissement. Elles ont été formées à des tâches
qu'elles ne connaissaient pas, diplômées, promues, et bien avant d'avoir le droit de vote aux élections politiques, des femmes ont été élues et dirigeantes de la Croix-Rouge française. Je pense aussi à ces jeunes filles qui, à la fin de la guerre, sans y être préparées, sein du seul bandeau de la Croix-Rouge, ont été les premières à entrer dans les camps de concentration. Et le premier visage que ces malheureux ou malheureuses ont pu découvrir était le visage de la Croix-Rouge. Au lendemain de la guerre, votre mouvement a été reconnu d'utilité publique. Et depuis lors, vous avez contribué à inventer la formation des infirmières, des assistantes sociales. Vous avez été à l'origine du secourisme, de l'aide d'urgence, et notamment pour les populations victimes de catastrophes. Vous êtes devenu un acteur indispensable des pouvoirs publics, aux côtés donc de l'État, des collectivités locales, pour prendre en charge les personnes âgées, les handicapés, et venir au secours des personnes dans la rue, ou garantir l'accès aux soins des plus démunis, et toujours porter secours. L'image de la Croix-Rouge, c'est le secours, c'est l'aide, c'est la fraternité. Vous apportez à ces missions de solidarité l'expérience que donne un mouvement comme le vôtre. 50 000 bénévoles, 18 000 salariés et des millions de Français qui vous font confiance chaque fois que vous les sollicitez lors de vos collectes. Vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, le projet de loi d'économie sociale et solidaire, qui va bientôt être adopté par le Parlement et qui a été préparé par Benoît Hamon, vous reconnaît comme un partenaire à part entière de ce secteur. Et vous pourrez utiliser, en effet, les instruments que le texte prévoit pour mobiliser l'épargne et pour aussi assurer le financement de vos missions. La société française, depuis des années, a réussi, et ce n'était pas si simple, à assurer une complémentarité entre ce qui relevait des pouvoirs publics, de la sécurité sociale et du mouvement associatif. C'est toujours difficile d'établir les frontières. Qu'est-ce qui relève de l'État et donc de la contribution publique, de l'impôt? Qu'est-ce qui relève des partenaires sociaux et donc de ce qu'on appelle le paritarisme? Qu'est-ce qui relève de ce qui est l'association, l'initiative, l'engagement, le bénévolat? Trop de bénévolat laisserait penser que l'État se retire. Trop d'État voudrait dire qu'on se méfie de la société lorsqu'elle s'organise elle-même. Et le partage, toujours compliqué, y compris sur les questions de santé, entre ce qui relève du remboursement, du soin, et ce qui relève de la santé publique, de la prévention, mais parfois aussi de l'action. Ce n'est pas non plus une frontière très simple à tracer. Et à chaque fois, nous devons faire en sorte de trouver le bon compromis pour que chacun se sente concerné. Le pire dans une société, et vous en vivez comme nous un certain nombre de travers, c'est quand il est tout attendu de l'État et même des autres, et que le citoyen pense qu'il n'a que des droits et peu de devoirs, ou que ce sont les autres qui profitent d'un système qui n'est pas fait pour eux-mêmes. Alors nous devons donner du sens, éclairer, et également appeler aux responsabilités, et vous y contribuez. Parce qu'à la Croix-Rouge, vous faites en sorte que tous ceux qui veulent un moment donné ne soient pas simplement dans un acte qui n'est déjà pas si mal à accomplir, qui est de participer à une solidarité financière, mais que le don peut être aussi celui de son temps, celui de ses talents, celui de son dévouement. C'est pourquoi je souhaite que ces complémentarités demeurent et que nous puissions ensemble répondre, comme vous l'avez posé, Monsieur le Président, aux défis d'aujourd'hui et de demain. Quels sont ces défis? Le premier,
c'est ce qu'on appelle le vieillissement de la population. C'est un phénomène heureux qui, j'espère, ne va pas s'interrompre, je parle pour nous-mêmes, et qui fait que grâce au progrès de la santé, grâce aussi à l'attention que nous portons à nous-mêmes et à une certaine prévention qui a été organisée depuis longtemps, nous vivons effectivement plus vieux. Parfois en bonne santé, parfois nous connaissons une situation de perte d'autonomie. Alors, nous devons y répondre. C'est à la fois une charge, si l'on veut bien considérer ce que nous devons accomplir comme acte de solidarité, mais c'est aussi un levier d'innovation, innovation technologique. J'en fais la découverte pratiquement chaque jour. De nombreuses start-up se mobilisent rien que pour permettre que chacun, à son domicile, quel que soit d'ailleurs son état, puisse accéder à toutes les informations, à toutes les sécurités, à tous les soins, parfois, y compris de loin, pour être le plus autonome possible. C'est un facteur de création incontestable d'emplois. Et vous avez fait référence par rapport à tous ces aidants qui peuvent être ainsi reconnus, mobilisés et rémunérés pour une tâche qui consiste à prendre soin des autres. Mais nous devons intervenir. Et c'est pourquoi il y a un texte qui a été présenté au Conseil des ministres et qui doit faire en sorte que nous puissions nous adapter et nous organiser pour le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes concernées par le vieillissement. Vous avez également évoqué le défi de la simplification. Il y a ce qui relève, là encore, de l'État, qui doit montrer l'exemple. La réforme territoriale, ce n'est pas simplement fait pour annoncer une réforme ou dessiner une carte. Par moments, en entendant certains commentaires, je me prends à me poser cette question. Il n'y a pas un chef de l'État qui viendrait là, nuitamment dessiner un découpage des territoires pour simplement faire profession de modernité. Non. Si notre organisation territoriale doit évoluer, c'est parce que la population change, parce que l'économie exige un certain nombre d'évolutions, parce que les transports, la communication, parce que nous devons aussi être plus efficaces. Et donc, la réforme territoriale, qui va bientôt être discutée au Parlement, sera suivie, sera accompagnée d'une réforme de l'État, parce que l'État doit aussi s'organiser sur le territoire pour être plus proche, pas pour être plus loin, pour être plus en contact, en lien avec celles et ceux, nos concitoyens, qui ont vocation à lui demander un moment, une prestation, un droit, une protection. Et donc, une grande organisation comme la vôtre, une institution, doit également faire en sorte de simplifier. Parce qu'il y a trop de politiques qui sont inappliquées parce qu'elles ne sont pas finalement lisibles par celles et ceux qui devraient en être bénéficiaires. Combien de fois n'a-t-on pas relevé qu'un certain nombre de bénéficiaires du RSA activité n'en faisaient même pas la demande, ne sachant pas exactement à quoi ces personnes avaient droit. Et nous savons aussi que trop de prestations sont négligées parce qu'elles ne sont pas connues ou pas comprises. Et qu'il est souvent évoqué un certain nombre d'abus que nous devons bien sûr combattre. Mais il n'est pas non plus souvent rappelé que les plus modestes et les plus pauvres ignorent le plus souvent ce à quoi ils ont droit. Alors, nous devons nous adapter, nous organiser pour être plus efficaces, plus simples, plus rapides dans notre action au service des Français. Troisième défi, c'est la pauvreté. Il y a incontestablement avec la crise, et ce phénomène n'est pas propre à la France, une montée de la pauvreté là où elle n'était plus présente. Nous étions fiers, légitimement fiers,
que les personnes les plus âgées aient pu être sorties de l'inquiétude, de la précarité, par les politiques sociales qui ont été développées tout au long de ces dernières décennies. Or, nous voyons de nouveau la pauvreté s'installer chez ces personnes âgées et qui parfois tombent dans la dépendance. Nous avons également monté de la pauvreté chez les femmes, notamment qui élèvent seules leurs enfants ou leurs enfants, les familles monoparentales, et une montée de la pauvreté chez les jeunes, qui sont souvent en perte de relations familiales, qui ont décohabité et qui peuvent effectivement être en grand danger. Alors, nous devons respecter les engagements que le gouvernement a pris pour lutter contre la pauvreté et d'abord élargir la couverture santé. Je rappelle que 750 000 personnes de plus pourront bénéficier de la couverture santé. Et nous avons fait en sorte que le plan pauvreté puisse garantir aux familles très modestes une augmentation de leurs prestations familiales qui pourront aller, ces augmentations, jusqu'à plus de 25% sur les 5 prochaines années. Et nous devons également revaloriser le RSA. Ce n'est pas forcément évident d'affirmer de tels principes aujourd'hui. Il y a quelques années, dans une période de croissance forte, nul n'aurait discuté ces objectifs. Nul n'aurait mis en cause cette ambition, lutter contre la pauvreté. Mais quand il y a le sentiment qui existe, que c'est dur pour beaucoup, alors on en vient à discuter de ce qui peut être fait pour les plus démunis. Avec toujours cette interrogation, est-ce que ce n'est pas au détriment d'autres catégories sociales qui, elles, sont moins exposées par la crise, mais en même temps travaillent, luttent pour assurer aussi leur fin de mois, celle de leur famille? Alors nous devons justifier ce que nous avons à faire et montrer que nous agissons vers celles et ceux qui en ont le plus besoin, tout en les ramenant vers l'activité. Notre devoir collectif, c'est de faire en sorte que nul ne s'enracine dans la précarité. Et donc que nous puissions ramener ces personnes vers l'emploi, un emploi qui peut être au départ un emploi aidé, et puis qui peut devenir ensuite un emploi durable, que nous devons aussi former et ne pas considérer qu'il y aurait simplement une solidarité financière à assurer, ce qui n'est déjà pas si mal, mais aussi une solidarité en termes de métier, que nul n'est condamné, quel que soit son âge, à rester dans une situation de non-travail. Alors voilà pourquoi nous devons agir ensemble. Nous avons également le défi de la lutte contre cette inégalité qui est celle du handicap. Là aussi, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons préféré reporter l'application de la loi sur l'accessibilité. Ce n'était pas facile. Il a fallu convaincre, et j'en remercie les ministres, les associations. Mais je préfère la clarté, la vérité. Mieux vaut se fixer une date que nous pouvons respecter plutôt que de faire semblant d'appliquer une mesure et de ne pas parvenir à l'imposer aux collectivités, aux professionnels du tourisme ou aux entreprises. Donc nous avons là aussi fait en sorte que maintenant un plan puisse être prévu et que nous puissions permettre l'accessibilité la plus complète le plus tôt possible. Nous avons aussi voulu qu'il y ait de nouvelles places qui soient livrées pour l'accueil des personnes handicapées, près de 20 000. Là aussi, c'est un effort, mais qui est justifié, parce qu'il y a trop de familles. Combien de fois en êtes-vous vous-même les témoins qui cherchent une place, n'en trouvent pas, ne savent pas ce que va être leur vie, craignent pour leurs enfants ou pour leurs propres parents. Donc nous devons assurer, même si les temps sont difficiles sur le plan budgétaire, cet accueil. Et puis le dernier défi, c'est l'accès aux droits, tout simplement aux droits.
faire en sorte que nous puissions, dans cette société complexe, permettre à chacun d'être informé. Que nous ne soyons pas simplement des accueillants autant qu'il est possible dans vos associations ou pour les personnels qui relèvent de l'État derrière des guichets, mais que nous puissions assurer une solidarité qui soit elle-même portée par la modernité. Il y a cette révolution du numérique. Elle touche tout le monde, pas simplement les plus favorisés, même les plus modestes, même les plus souffrants. Et donc nous devons nous poser à chaque fois la question comment utiliser le numérique, les nouvelles technologies, pour être plus efficaces. Plus efficaces parfois dans la prestation qui est rendue, plus efficaces dans l'information qui est due. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous avons des défis. Nous ne les relèverons qu'ensemble, c'est-à-dire par la mobilisation de tous. Je ne veux pas que l'État puisse se défausser. Je ne veux pas que dans la réforme territoriale, il puisse être dit que seraient remises en cause les prestations qui sont servies par les conseils généraux aujourd'hui, et avec beaucoup de soin. J'ai été moi-même président de conseil général. Je ne veux pas laisser penser qu'on renverrait vers le secteur associatif ce qui doit absolument être garanti par les pouvoirs publics. Mais en même temps, je veux saluer ce que une grande institution comme la vôtre peut faire au service du pays. Au service du pays, mais aussi au service du monde. Et je sais ce que la Croix-Rouge française a été capable, dans certaines occasions, d'accomplir. En Haïti, pour aider les populations qui ont été livrées à elles-mêmes après le drame, mais également lorsqu'il y a eu le tsunami en Asie. Vous intervenez également sur le continent africain. Vous menez une centaine de projets en Afrique. Vous agissez à travers un réseau d'établissements de soins, mais d'écoles aussi, de professionnels, soignants, pour permettre à tous ces pays qui sont frappés là aussi par la mauvaise qualité des soins, parfois même par le dénuement le plus complet, les famines, pour apporter, là encore, votre secours. C'est vous qui avez été les premiers à intervenir, j'allais dire pacifiquement, au Mali, pour reconstruire une offre de soins. Vous êtes également, en ce moment, auprès des réfugiés syriens, qui sont plus de 2 millions, en Jordanie, au Liban, en Turquie. La guerre civile en Syrie a fait plus de 150 000 morts. Plus de 2 millions de déplacés, sans doute davantage. Cette guerre, on le voit bien, se prolonge maintenant en Irak. Ce sont les mêmes groupes qui ont créé, hélas, le drame terroriste qui, ne connaissant pas les frontières, se déplace d'un pays à un autre. Et quand un dictateur comme Bachar el-Assad entretient un conflit, quelquefois en complicité avec ces groupes terroristes, qui en sont les victimes? Les populations civiles, toujours les populations civiles. Alors, la Croix-Rouge, elle est là. Elle est là et elle permet, là encore, d'apporter soins, aliments et de lutter contre le dénuement le plus complet. Je suis fier, en tant que président d'honneur, que la Croix-Rouge soit toujours là où est la France, et quelquefois au-delà de la France. Je suis fier quand on me fait compliment sur la Croix-Rouge. Bien sûr, sur ce qu'elle représente, sur l'inspiration qui a été celle de ses fondateurs, mais sur ce qu'elle est aujourd'hui. Fier aussi de ce réseau, vous en avez parlé, alors qu'il n'a pas la rationalité que je souhaiterais introduire pour la réforme territoriale. Parce que là, il ne s'agit plus d'un millefeuille. À travers vos 1000 sections, toutes vos organisations, mais en même temps, c'est aussi le foisonnement de la vie associative, foisonnement de l'engagement. Oui, je suis fier, et c'est pourquoi je réponds à votre demande. Vous êtes l'auxiliaire des pouvoirs publics. C'est l'histoire qui l'a voulu ainsi. Ce statut particulier, vous voulez le voir consacré par la loi,
déjà j'ai un point d'arrêt. C'est tellement lourd l'ordre du jour parlementaire. Mais vous m'avez promis que la loi serait courte. Enfin, j'entends par là brève dans son écriture, même si elle est longue dans son histoire, puisqu'elle n'est jamais venue. Je suis prêt, avec le gouvernement et le Parlement, faire en sorte que nous puissions trouver le véhicule qui permette de faire voter cette loi, proposition de loi ou projet de loi. Je sais que des parlementaires, des juristes se sont mobilisés et les ministres se sont eux-mêmes mis au travail. Je souhaite non seulement que nous écrivions le texte, ce n'est pas toujours plus délicat, mais surtout qu'il puisse être voté à un moment ou à un autre. Vous souhaitez également que l'accès aux données nominatives vous soit facilité. Ça, c'est un sujet. Parce qu'il y a d'un côté la protection auquel les citoyens sont attachés, et en même temps, il y a aussi la solidarité que nous devons apporter. Comment faire en sorte de trouver le bon équilibre? Et c'est pourquoi je suis favorable à ce que nous puissions faciliter cet accès avec le respect de la vie privée. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais prévu de dire à votre Assemblée générale, la 70e, pour votre 150e anniversaire, le 21 juin. Un partenariat existe et il est exceptionnel entre la République et l'association. C'est vrai que vous êtes nés sous l'Empire et sous le Second Empire. Mais je ne vais pas vous emporter pour autant grief. Mais aujourd'hui, c'est la République. Et la République, elle a été constamment servie par l'engagement des militants de la Croix-Rouge. Et la République, elle s'est également portée dans une relation particulière pour être avec la Croix-Rouge dans une association qui ne peut pas aujourd'hui être comparée à une autre. Vous avez une longue histoire, mais loin de s'effacer avec le temps, votre identité ne fait que se renforcer, parce que vous portez la belle idée de la solidarité. Et je veux donc, à l'occasion de cette Assemblée générale, de cet anniversaire, n'avoir qu'un seul mot à votre égard, vous tous, militants, bénévoles, salariés, dirigeants, responsables de la Croix-Rouge française, c'est l'expression de ma gratitude. Votre combat, celui de la Croix-Rouge, votre combat fondé sur la fraternité, c'est-à-dire la République, il ne connaîtra jamais de trêve. Ceux qui avaient fondé la Croix-Rouge, peut-être un jour s'étaient imaginé que la paix revenue, il ne serait plus utile de disposer d'une institution comme la vôtre. Mais il y a d'autres combats. Et chaque fois qu'il y aura une personne qui voudra être soutenue, secourue, chaque fois qu'il y aura en France, dans le monde, un groupe, une catégorie, ou tout simplement des personnes seules qui feront appel à la solidarité, je suis sûr qu'il y aura toujours la Croix-Rouge en face de cette personne souffrante. C'est votre honneur, c'est votre cause, et c'est pourquoi je vous exprime toute ma reconnaissance au nom de la République française. Merci.